vraiment la maladie et la naissance de notre premier enfant, on s'est dit, OK, en fait, pour nous, c'est pas possible de faire garder notre fille à la journée. C'est pas possible de se dire, on va la voir que le soir et les week-ends. Pour nous, c'était vraiment, si on choisit de faire un enfant, on veut pouvoir lui consacrer du temps, au moins les premières années de sa vie. Donc, il fallait faire des choix en conséquence. On a franchi le cap de construire une yourte. Et c'est sûr que financièrement, c'est aussi une super chose parce que ça nous laisse encore plus de liberté qu'avant sur nos choix de mode de vie. On vit avec ce qu'on a et on est heureux. Voilà, on est complètement heureux, quoi. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Ralentir en famille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer et Thomas pour parler de leur mode de vie slow en famille. Jennifer et Thomas, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Actuellement, vous avez un mode de vie assez éloigné des standards, entre guillemets, en tout cas de ce que la plupart des parents de notre génération vivent au quotidien. Et c'est pour cette raison que j'ai eu envie de recueillir votre témoignage pour inspirer d'autres personnes qui n'oseraient pas se lancer et montrer que c'est possible d'avoir une vie différente. Bonjour Chloé, merci à toi pour ce podcast. C'est avec plaisir qu'on va essayer de partager un petit bout de notre vie et de nos choix. Et voilà, on va essayer de répondre un peu au mieux à ce que tu as envie de partager et de diffuser un petit peu le mode de vie qu'on a choisi. Génial. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots sans trop rentrer dans le détail parce qu'on va y revenir par la suite, mais déjà dans les grandes lignes, qui vous êtes? Deux grandes filles de 5 et 3 ans et un petit nouveau qui arrive en septembre. Voilà, moi je suis passionné de tout ce qui touche au vivant. Voilà, donc, et je suis producteur de kombucha. Moi, Jennifer, j'ai 32 ans, maman à temps plein de mes petites louloutes, en train de couver un nouveau petit caillou. Voilà, pour l'instant, je suis à 100% à la maison pour l'IEF, pour les enfants, pour toute l'intendance du fonctionnement d'une vie de famille. Et accessoirement, j'aide aussi un petit peu mon mari dans l'activité de la kombucha. Voilà. Ok, merci. Du coup, aujourd'hui, vous avez ce qu'on peut appeler un mode de vie slow. On va en reparler voilà, juste après, plus dans le détail. Mais est-ce que vous pouvez nous parler d'abord un petit peu de votre vie d'avant? Est-ce que vous avez eu, avant d'avoir cette vie que vous avez aujourd'hui, vous avez eu une vie un peu plus normale, entre guillemets, en tout cas plus dans les standards de la société actuelle? Alors, oui, on a eu cette vie-là. Alors, ça remonte surtout à juste avant d'avoir notre premier enfant, qui est Shiva, où on était tous les deux en CDI. On était sur le point de faire un crédit immobilier pour une maison. Et moi, j'ai eu des gros soucis de santé qui ont fait que j'ai dû être en arrêt maladie prolongé, puis en licenciement pour inaptitude. Du coup, ça a remis en question le projet immobilier, ça a tout arrêté pour nous. Et ça a été une belle opportunité pour nous de ne pas franchir ce cap-là. Mmh. Au début, ça a été un peu difficile et puis finalement, ça s'est transformé en véritable chance pour nous. Donc, moi, j'ai arrêté ce CDI qui était dans une grande surface en plus. Thomas a continué un petit peu son travail Moi, j'ai en usine. continué encore quelques années à bosser en usine. Ouais, je bossais en usine depuis plus de 10 ans. Et ouais, moi pour ma part, c'est vraiment l'arrivée de ma fille qui a fait que je pouvais plus me soumettre en fait à mes chefs qui me promettaient une augmentation que j'aurais sûrement jamais vue encore aujourd'hui. Et puis un mode de vie qui nous correspondait déjà plus trop, quoi. Ça nous a l'arrivée de Shiva, c'est vrai que ça nous a. Toi, t'as tout plaqué. Moi, j'ai démissionné un mois après la naissance de Shiva. Après, j'ai fait un peu d'intérim parce que pour pas faire une rupture trop rapide, pour rester un peu dans le monde du travail quand même. Et puis après 2-3 missions, on a décidé de venir vivre dans la Drôme. Tout ça, ça a été à peu près 5 ans de cheminement. Oui, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est vrai qu'on voit souvent un élément déclencheur. Donc chez vous, c'est vraiment flagrant. Ouais. C'est souvent la naissance des enfants ou la maladie. Et vous, pour le coup, vous avez eu les deux. C'était vraiment la maladie et la naissance de notre premier enfant. On s'est dit, OK, en fait, pour nous, c'est pas possible de faire garder notre fille à la journée. C'est pas possible de se dire, on va la voir que le soir et les week-ends. Pour nous, c'était vraiment, si on choisit de faire un enfant ou plusieurs, on veut pouvoir lui consacrer du temps, au moins les premières années de sa vie.
Donc, il fallait faire des choix en conséquence. Et ces choix-là, c'était de remanier un peu la forme de travail, de remanier un peu la forme de vie, de changer un peu les projets économiques. Ouais, c'est ça. Donc, ça s'est amorcé sur 5-6 années. Et jusqu'au jour où, à la naissance de notre deuxième enfant, on a déménagé dans la Drôme. Et officiellement, depuis ce jour-là, on est tous les deux au chômage. Je dis officiellement parce que on fait un peu des boulots à droite à gauche. Mon mari fait un petit peu de maraîchage. Quand on a besoin d'un peu plus d'argent, on va dire, ou qu'il en manque un petit peu. Et sinon, depuis, on est à 100% avec nos enfants. On avance vers nos projets de vie. Et voilà, c'est vraiment... on est en bonne voie. Je pense qu'on a concrétisé ce qu'on voulait. Je pense qu'il y aura toujours encore des choses à faire. Mais on a vraiment bien avancé et on est vraiment dans ce qu'on souhaitait. Donc, c'est un changement qui est global, hein, qui a touché à tout plein de domaines de votre vie, en fait. Donc là, vous avez parlé pas mal du côté professionnel et j'aimerais bien qu'on parle aussi du reste, c'est-à-dire tout ce qui est parentalité, tout ce qui est aussi prendre soin de soi, de sa santé. Est-ce que vous avez aussi évolué de ce côté-là? Quel chemin vous avez choisi de prendre pour ces autres domaines? Oh, que oui, ça a changé. Point de vue santé, déjà, moi, à l'époque où ça m'est arrivé, j'étais encore beaucoup dans la médecine conventionnelle, avec aller voir plein de médecins, plein de thérapeutes, essayer plein de traitements différents qui ne marchaient absolument pas. Et jusqu'au jour où je me suis dit, je ne veux pas rentrer dans ce cercle vicieux et prendre tous les médicaments qu'on va me donner et qu'on va essayer sur moi un peu comme un cobaye. Du coup, je me suis plutôt dit, je vais chercher autrement. Donc, on est allé voir un peu la médecine parallèle, les thérapeutes, revoir un peu l'hygiénisme de vie. Mon mari, qui est passionné de ça, a beaucoup fait de recherches. Et en fait, c'est passé par un changement radical de l'alimentation pour toute la famille. Donc, éviction des produits laitiers, plus de gluten, moins de sucre, pas de sucre raffiné, toutes ces choses-là. Et en fait, ça m'a littéralement guéri. Il reste certaines petites choses, mais c'est vraiment une belle guérison grâce à ça. La façon de soigner la famille a beaucoup aussi évolué parce que du coup, moi, avec cette prise de conscience, ça nous a amené vraiment à s'occuper de nous, des filles, en priorité par tout ce qui est plantes et ostéopathie, homéopathie, choses comme ça. Et plus d'aller en priorité chez un médecin qui va nous prescrire une ordonnance de Doliprane ou d'antibiotiques. Donc, ça a beaucoup changé là-dessus. Et après, c'est sûr que tous ces choix ont amené à beaucoup de sacrifices, entre guillemets, qui en sont pas pour nous, mais qui pourraient en être vu de l'extérieur. C'est bien de le savoir quand même, parce qu'il y a des jours très compliqués où on se dit, le compte, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il va pas falloir qu'on retourne travailler? Je pense que c'est les anciens schémas. Retourner travailler, en fait, c'est reprendre un emploi salarié, parce que là, aujourd'hui, vous avez quand même l'activité de kombucha. On a du travail, mais ouais, mais on n'a pas un salaire fixe, on n'a pas le patron qui vous donne la paye au début du mois, qui vous dit vous avez tant, ça changera pas. Ça, on l'a plus. Et c'est vrai que par moment, c'est une certaine sécurité quand même. On a une activité qui démarre tout juste, quoi. Donc, oui, c'est nouveau aussi. C'est nouveau, donc on peut pas encore se rémunérer autant que ce qu'on aurait besoin, quoi, pour subvenir à nos besoins. Donc, mais bon, après, c'est une transition. On a l'habitude, on s'est habitué, on vit avec ce qu'on a et on est heureux. On est complètement heureux, quoi. Donc, le fait de changer de mode de vie aussi, ça vous a aussi obligé à revenir à des choses essentielles, à consommer complètement. Choisir vraiment en conscience ce que vous achetez pour pouvoir rentrer dans le budget, en fait. Nous, le budget, il est consacré en priorité à la nourriture. Donc, c'est notre principal poste de dépense. On a des bons mangeurs à la maison et on fait attention à la qualité de ce qu'on achète. Donc, ça représente un très, très gros budget dans le petit budget qu'on a. Mais c'est pas grave, c'est vraiment la priorité. Et après, on a fait le choix d'avoir qu'une seule voiture parce que sinon, ça nous coûte trop cher. On a fait le choix de changer d'habitat parce que être dans un logement avec un loyer qui coûte très cher, ça devenait compliqué pour nous et on n'était pas épanouis non plus dans ce format-là. Donc, en automne, à l'été dernier, on a choisi de construire une yourte. C'était un grand cheminement, mais on a franchi le cap de construire une yourte. On habite dedans depuis et c'est sûr que financièrement, c'est aussi
une super chose parce que ça nous laisse encore plus de liberté qu'avant sur nos choix de mode de vie. C'est clair. On paye les charges, ce qu'on consomme, quoi, l'eau, l'électricité. Et après, pour le reste, on n'a plus de loyer. Ça nous aide beaucoup et puis ça nous a surtout énormément rapprochés de la nature. On est dans un collectif, donc nos enfants ne sont plus entre guillemets seuls parce qu'avant on ne l'était pas, mais quand on était chez nous, on n'était que nous, chez nous. Là, aujourd'hui, il y a plein d'enfants à côté qui sont aussi en instruction en famille comme nos enfants. Donc, entre guillemets, au quotidien, la plus petite, elle se lève, je vais chez les copains. Elle s'en va et on la revoit à midi, quoi. Donc, c'est une belle richesse. D'avoir fait ce choix de déménager dans une yourte, donc vous êtes au sein d'un collectif, et qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans ce collectif, du coup? Beaucoup de choses. Déjà, la richesse humaine, comme on dit, l'apprentissage du tissage en commun, comme on dit, qui est au quotidien, pas tous les jours facile, mais qui est d'une richesse et d'une... comment dire, une richesse, et puis on est plein de gratitude, en fait. On se dit, c'est tellement beau de découvrir encore les gens sous un autre angle, de vivre avec d'autres familles qui n'ont pas tout à fait les mêmes façons de faire que nous. Et c'est génial, en fait. Et puis, ce côté, on n'est jamais seul. On évolue tous ensemble. On construit ensemble. Les enfants sont ensemble aussi. Et en ayant chacun le côté chacun chez soi, qui est important pour toutes les familles présentes ici. C'est vraiment... aujourd'hui, on est plein de gratitude pour ça, quoi. Et du coup, tu parlais de l'instruction en famille. Donc ça aussi, c'est un choix qui est assez minoritaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le pourquoi ce choix et ce que vous y trouvez au quotidien? Complètement. Donc, c'est un choix qui est venu un petit peu... on va dire qu'il a maturé entre la naissance de Shiva et l'âge où elle aurait dû rentrer à l'école. Où on s'est posé beaucoup de questions. Où on s'est dit, on n'était pas contre l'école, mais on n'était pas forcément pour non plus. Enfin, pour nous, au départ, on était un petit peu à se dire qu'il n'y avait que l'école. Et puis, à force de chercher, d'ouvrir un peu les horizons, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres possibilités en France, qui étaient l'instruction en famille. Donc, on s'est dit, on va chercher un peu de ce côté-là. On avait un peu peur là où on vivait avant. Avant, on vivait proche de Lyon, vers Vienne. Et on avait un peu peur d'être tout seul. Ouais, le réseau IEF était très petit, en fait. On connaissait personne, en fait, Il fallait faire de beaucoup, nos amis beaucoup de de l'époque. Et voilà, on connaissait personne qui faisait ça. Et en fait, c'est vraiment l'arrivée dans la Drôme qui a fait qu'aussi on s'est ouvert à ça et on a connecté avec plein de gens qui étaient là-dedans. Et puis on s'est aperçu dans la Drôme, il y avait un très beau réseau. Qu'il y avait un très beau réseau d'instruction en famille dans la Drôme. Donc ça nous a aussi beaucoup aidé dans notre choix à se dire, en fait, si elle ne va pas à l'école, la journée, on aura quand même la richesse d'avoir des tas de copains à aller voir, des activités à partager, des rencontres à faire. On ne sera vraiment pas tout seul et on ne va pas l'isoler. C'est vrai que ça, c'est un peu le cliché qu'on entend tout de suite dès qu'on parle d'école à la maison. C'est vos enfants, ils ne vont pas être sociables. Et du coup, le fait d'avoir un réseau, ça permet de compenser, entre guillemets, ce manque qui n'est pas vraiment, parce que pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'être tous les jours en contact avec... non, parce que... Mais voilà, ça permet de répondre à cette crainte-là, quoi. Nous, ça vient souvent des enfants et se dire, maman, là, aujourd'hui, on ne fait rien. Juste, on reste à la maison parce qu'on n'a plus envie de bouger. Donc, comme on dit, c'est marrant parce que autant les grands-parents disent genre, mais elles font des choses, elles voient du monde. Oui, enfin, elles sont plus à nous dire qu'elles n'ont plus envie de voir personne et de faire quelque chose parce qu'on en fait trop. Donc, c'est vrai, voilà, ça peut faire partie des craintes pour les gens qui ne connaissent pas trop, mais pour moi, ça n'en est vraiment pas une. Après, ça dépend peut-être des régions. Et c'est vrai que du coup, l'IEF, c'est vraiment imposé à nous. Après, du coup, on a 2 enfants. Donc, Shiva est en moyenne section. Ça a fait sa 2e année d'IEF. On en est super content. Et pour elle, on va vraiment prolonger l'expérience. Voilà, elle a certaines atypicités qui font que pour l'instant, c'est pas envisageable ni pour nous, ni pour elle d'envisager l'école. Donc, on le fera pas. Là, dernièrement, on est un petit peu en questionnement à se dire est-ce que la petite Zion, on lui proposerait pas un essai à l'école? Donc, on est encore très mitigé. Oui, mais voilà. Fermé à l'école à 100%. Non, on n'est pas du tout fermé à l'école. Pour nous, pour moi, c'est vraiment tout dépend de l'humain qu'il y aura en face, en fait. Il y a des maîtresses, des personnes qui sont formidables, qui ont à cœur leur métier et qui ont des libertés encore dans l'exercice de leur métier. Et je pense qu'ils ont des choses merveilleuses à transmettre à nos enfants. Mais il faut chercher, il faut prendre du temps, il faut trouver ces personnes-là, en fait. C'est peut-être ça le plus compliqué aujourd'hui.
Donc voilà, là on est un petit peu à se dire peut-être qu'on va aller faire une visite d'une école pour voir, parce que pour cet enfant-là, peut-être que ça pourrait lui correspondre. Pour moi, l'instruction en famille, c'est vraiment une liberté de choisir au cas par cas. De dire mon enfant est comme ça, qu'est-ce que je lui propose? Et après, les Donc voilà, inconvénients de à voir. l'instruction en famille, parce qu'il y en a quand même. Certains jours, je dirais qu'on en a marre de voir nos enfants toute la journée et qu'eux en ont marre de nous voir. Mais voilà, c'est certains jours, et je pense que c'est dans chaque vie de parent pour avoir ce ressenti-là, un jour de notre semaine ou du mois. Mais après, sinon, non, mais j'ai pas forcément d'inconvénients. Après, c'est pas facile chaque année de se soumettre au contrôle des inspections, à devoir justifier qu'on apprend bien des choses à nos enfants. C'est pas évident, surtout que, moi je trouve qu'il y a une espèce d'inégalité à dire on s'y soumet nous, mais les autres familles et les autres enfants n'y sont pas du tout soumis. Après, oui, il faut savoir s'adapter avec les jours où on travaille, les jours où on est dispo pour elle, les jours où on a plein de choses à faire pour la famille. Faut savoir composer au quotidien tous ensemble. Ouais. C'est un équilibre à trouver. Et puis, Complètement. c'est vrai que c'est peut-être pas adapté non plus à tout le monde. Enfin, aussi bien au niveau des enfants, mais aussi des parents. Enfin, tout le monde n'est pas prêt non plus Complètement. à passer 100% de son temps avec ses enfants. Ouais, je pense que C'est c'est un mode de vie qui se construit autour de ça, en fait. Hein. complètement. Ça Et fait nous, partie du mode de vie, quoi. il y a beaucoup d'autres autour de nous qui nous disent ah, mais je ne pourrais pas passer la journée, toutes mes journées entières avec mes enfants, j'y arriverai pas. Et C'est moi, pas je me tout le dis, temps le cas, déjà. d'un côté, tant mieux, parce que le but, c'est pas que chacun le vive mal, en fait. Donc, il faut vraiment que ça plaise à tout le monde, qu'on a envie et qu'on trouve un rythme qui plaît et qui convient à chaque famille, parce qu'on a chacun un rythme différent. On parlait des difficultés tout à l'heure, notamment d'ordre financier. Est-ce que dans ce changement de mode de vie, vous avez rencontré d'autres difficultés qui ont un peu mis des bâtons dans vos roues? Oui, la famille, parce que pour moi, de toute manière, faire tous ces changements, entre guillemets, de vie, comme on a toujours connu, de dire nos enfants doivent être scolarisés parce qu'on a toujours fait comme ça, on doit avoir des CDI, on doit avoir une maison à crédit. Voilà, le train de vie un petit peu habituel qu'on connaît dans beaucoup de familles et que nos parents et grands-parents ont un peu toujours rêvé pour nous. Quand on fait pas ce choix, ça vient briser beaucoup de choses et ça vient remettre en question beaucoup de liens familiaux. En tout cas, pour nous, ça a été le cas. Mm. C'est positif dans un sens parce que ça permet de se libérer de pas mal de liens qui sont pas forcément toujours très bons. Mais par moments, ça peut être un petit peu désagréable un peu difficile à vivre parce qu'on a l'impression des fois de devoir se justifier. Après, c'est vrai que tout ce qu'on a construit ici depuis 3 ans, notre arrivée dans la Drôme, on a vraiment été entouré depuis le départ de personnes bienveillantes, sans qu'elles vivent la même chose, qui était juste dans l'ouverture d'esprit et la compréhension. Et ça, pour nous, ça a été assez révélateur et assez transformateur à se dire, OK, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec nous, mais ils acceptent, ils tolèrent et ils sont pas dans le jugement de ce qu'on vit. Alors que l'entourage qu'on avait avant, autant amical que familial, c'était vraiment ça, en fait. Et nous, c'est pour ça qu'on est parti, parce qu'on s'est dit, ça devenait vraiment pas bon pour nous. C'est-à-dire que quand on parlait allaitement, moi, je n'avais aucune amie avec qui on parlait parce que c'était tabou. Ouais. Si on parlait, je sais pas, accouchement à domicile, pour ma deuxième, je n'ai pas pu en parler avec nos familles parce que c'était quelque chose de tabou. C'était un choix trop loin, trop dangereux pour eux, donc on n'en parlait pas, c'était un tabou. Et c'est vrai que ça, c'est des choses pas forcément faciles. Mais voilà, on a su reconstruire autour de nous cette bulle de nouvelles personnes qui ont pu nous apporter ça et à qui on peut apporter ça aussi. Oui, et je te rejoins sur le fait que la Drôme, c'est quand même un département où il y a énormément d'initiatives et d'alternatives en tout genre et qui permettent aussi de se sentir moins seul face à tout C'est ça ça, par rapport à d'autres lieux que moi aussi j'ai pu connaître et où je me sentais beaucoup plus isolée. complètement. Là, d'avoir fait le choix de vivre en yourte, c'est aussi se confronter aux municipalités, aux maires qui sont anti-habitat léger et qui veulent pas entendre parler. Donc voilà, c'est souvent plein de démarches un petit peu différentes de celles qu'on connaît, mais qui font partie du jeu. En tout cas, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que pour vous, chaque difficulté, vous avez réussi à la transformer en une opportunité, en une force. Et Bon, oui. bravo pour ça, parce que c'est vraiment génial d'arriver
à prendre les choses de cette manière positive pour en ressortir que des choses qui vous font avancer, en fait. Nous, comme on se dit, chaque étape qu'on traverse dans notre vie, qu'elle soit pour avancer vers du bien ou que ce soit, entre guillemets, un malheur qui nous arrive sur le moment. Une fois qu'on a passé la phase d'acceptation et peut-être de douleur, après, on se rend compte très vite que c'est toujours un bien qui nous est arrivé et de l'élan que ça nous donne, en fait. Et du coup, aujourd'hui, là, on a parlé beaucoup des difficultés, mais quelles sont vos plus grandes joies? Qu'est-ce qui vous donne envie de poursuivre sur ce chemin? La plus grande joie, c'est de se reconnecter à l'essentiel, moi je trouve, et que c'est de se rendre compte que tout est simple, de voir les enfants sortir et jouer dehors sans contrainte en fait apparente. Ouais. Voilà, Moi, je dirais que quand tout est aligné, quand on y croit et qu'on met de l'amour et du cœur dans ce qu'on veut, tout réussit en fait. On y arrive. Et voilà. Et pourtant, malgré tous les choix qu'on a pu faire de pas toujours évidents ou dans une société en tout cas qui nous met souvent des bâtons dans les roues pour les faire, on y arrive toujours en fait. On y arrive si on est aligné, si on avance vers ce qu'on veut et qu'on le fait d'une bonne manière. Je pense qu'on y arrive toujours. Et aujourd'hui, vous avez eu peur, vous avez douté, vous vous êtes dit que vous n'alliez pas y arriver. Oh, carrément. Plein de fois, je pense. Moi, ça m'arrive encore. Moi, ça va. Oui, toi, c'est vrai, tu es toujours beaucoup plus confiant. Ne pas y arriver, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas atteindre les objectifs qu'on veut ou c'est... disons que je pose cette question pour des gens qui n'oseraient pas se lancer parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire en fait? Qu'on a eu peur aussi, mais que sinon on y est arrivé, ils peuvent y arriver aussi. Ouais. On n'a pas plus de richesse, on n'a pas plus de facilité que les autres. On est parti à se dire on fait une yourte avec, on avait 2000 € de côté, c'est tout ce qu'on avait. Et en fait, finalement, avec toute l'énergie qu'on a mis, on a réussi à récolter un peu des sous. La famille qui a vu cette énergie-là, qui nous a dit attendez, on va vous aider un petit peu. Et ainsi de suite. Les copains qui ont été là pour nous aider. Toutes ces choses-là, en fait, tout s'aligne quand on est juste au bon endroit, au bon moment. Et pourtant, l'année dernière, j'ai passé des nuits sans dormir en me disant qu'on allait se faire virer par la municipalité, qu'on n'arriverait pas à terme de nos projets. Et en fait, si, on y arrive. On y arrive. Il faut y croire. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter, mais il faut y aller quand même, en fait. C'est ça. Et puis, comme je dis, de toute façon, moi, je préfère dire aux gens, en fait, oui, vous passerez sûrement par des périodes sombres, en fait. De se dire, viens, on plaque tout et on recommence à zéro. Autant professionnellement que personnellement dans le développement que familialement. Il y a des moments qui sont vraiment pas agréables. On sort de notre zone de confort, clairement. Mais je pense que ça fait partie du jeu. Et ça nous permet de prendre ce bond en avant et après de se dire, OK, on y est arrivé, quoi. Et puis de vivre vraiment, en fait, de choisir sa vie et d'être en accord avec ses valeurs. En fait, ça n'a pas de prix, quoi. Même si ça nécessite de passer par des moments un peu plus difficiles, le chemin est pas toujours facile, mais le jeu en vaut carrément la chandelle. Enfin, ça, complètement. Pour moi, on est devenu juste acteurs de nos vies. On est dans l'autonomie de nos vies et on ne dépend plus de personne pour se dire est-ce qu'on a le droit de manger? Est-ce qu'on a le droit d'élever nos enfants? Est-ce qu'on a le droit de les voir grandir? Est-ce qu'on peut... on a un couple, on est heureux de se voir chaque jour et pas pendant les vacances 5 semaines par an. Voilà, nous, aujourd'hui, c'est vraiment... On a repris cette autonomie-là, que ce soit niveau santé, vie, famille, éducation. Voilà, c'est... Ouais, reprenez votre autonomie, en fait. C'est vraiment ça. Moi, on entend souvent dire oui, mais tu te rends compte, moi j'ai ma maison, mais j'ai un travail, et après je vais me nourrir comment? Mais en fait, tout est possible. Je pense que quand c'est le bon moment et c'est au bon endroit, tout est possible. Merci. Merci pour ce témoignage inspirant. J'espère qu'il aidera d'autres personnes qui veulent changer de vie, mais qui ne savent pas trop par où commencer, qui n'osent pas se lancer par peur que ça se passe mal. J'espère que vous avez aimé partager ça avec moi. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous entendre. C'est ça. Nous, on est beaucoup dans le partage et c'est vrai que, comme on dit, la yourte, elle est tout le temps ouverte à des familles. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour parler d'IEF parce qu'ils ont envie de franchir le cap, pour parler d'habitat léger, pour nous dire on a vu que vous étiez avec une société alternative, est-ce qu'on peut venir voir? Et comme on dit, nous, la maison, elle est toujours ouverte en fait. Venez et on partage.
cette interview se termine. Merci beaucoup Jennifer et Thomas d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous qui avez écouté. J'espère que leur témoignage vous aura inspiré et vous aura montré qu'un autre mode de vie est possible pour mieux prendre soin de soi, des autres et de la planète. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner, c'est une belle façon de le soutenir. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté des parents slow sur le groupe Facebook de Ralentir en famille. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.